Que faire de nos vices? C'est notre série cette semaine, en clin d'œil au hors-série sur les vices que vient de publier Philosophie Magazine. Aujourd'hui, jalousie, envie et ressentiment. On pourrait passer des heures à distinguer ces trois notions. On dit souvent que l'on est jaloux d'un rival qui aime la personne qu'on aime, alors que l'on manifeste de l'envie dans toute sa destructivité à l'égard de cette personne aimée elle-même, dont l'autonomie et les désirs, réels ou fantasmés, pourraient nous faire si mal si elle se détournait de nous. La jalousie serait donc triangulaire, tandis que l'envie serait un affect se jouant à l'égard d'une seule personne, devenu, pour parler comme les psychanalystes, tout à la fois et insupportablement le bon objet et le mauvais objet. Mélanie Klein, après Freud, a exploré la destructivité de l'envie, dont la première expérience, dit-elle, advient à l'égard du sein ou du biberon, par rapport auquel le nourrisson apprend peu à peu à gérer ses affects contradictoires et pour lui terrifiants. Quant au ressentiment, il exprimerait lui aussi une envie de détruire une ou de multiples personnes, et c'est un terme de Nietzsche, repris plus tard par Max Scheler. Nietzsche a attribué le ressentiment aux esprits faibles qui haïssent les forts, une haine empreinte d'esprit de vengeance, parfois dissimulée sous le masque d'une pensée toute vertueuse. Cependant, le langage ordinaire n'a pas toujours les subtilités du langage psychanalytique ou philosophique. Jalousie, envie, ressentiment sont des mots qui communiquent et s'emploient volontiers l'un pour l'autre. Ils dessinent un monde intérieur douloureux dont on est rarement fier et qui nous occupe ce matin. Bonjour Didier Houzel. Bonjour. Vous êtes professeur honoraire de pédopsychiatrie de l'université de Caen, psychanalyste rattaché à l'Association psychanalytique de France. Vous êtes spécialisé dans la psychanalyse des enfants et la pédopsychiatrie. Très bon connaisseur des courants psychanalytiques britanniques du XXe siècle qui tournent clairement autour de l'œuvre de Mélanie Klein. Vous nous rappellerez ce que Klein a dit à propos de l'envie. Bonjour Olivier Agard. Bonjour. Vous êtes professeur des universités en études germaniques à la faculté des lettres de Sorbonne Université. Vous nous expliquerez comment le philosophe allemand Max Scheler a repris au XXe siècle l'enjeu nietzschéen du ressentiment, en particulier dans son essai de 1912, L'homme du ressentiment. Et bonjour Tiffaine Maury. Bonjour Géraldine Neumann. Je vous salue en dernier, mais c'est parce que c'est avec l'auteur qui vous intéresse et dont vous êtes spécialiste que nous allons commencer. Nietzsche, vous êtes professeur Tiffaine Maury en classe préparatoire, en philo. Vous avez fait votre thèse de doctorat sur Nietzsche. Nietzsche, dont vous avez édité le texte de 1882, Le Gai Savoir, pour Flammarion, il y a 5 ans. Vous nous expliquerez la genèse et le développement de la notion de ressentiment dans l'œuvre de Nietzsche, particulièrement importante dans son livre de 1887, Généalogie de la morale. Alors Nietzsche a par ailleurs écrit de nombreuses préfaces à des livres qu'il n'a pas toujours écrits. L'une de ces préfaces que vous nous avez indiquées, merci Tiffaine Maury, évoque la compétition et la rivalité, situation que les Grecs anciens auraient, dit-il, appréciée bien plus clairement que nous. Écoutez. Lorsque Pausanias, le voyageur, au cours de son périple à travers la Grèce, visita l'Hélicon, on lui montra un exemplaire extrêmement ancien du premier poème didactique des Grecs, Les Travaux et les Jours d'Hésiode, gravé sur des plaques de plomb fortement détériorées par le temps et les intempéries. Il remarqua que, contrairement aux exemplaires usuels, il ne s'ouvrait pas sur le petit hymne à Zeus, mais commençait d'emblée avec cette déclaration « Il y a sur terre 2 déesses de la discorde. L'une, cruelle, favorise la guerre et la dissension mauvaise. Celle-ci engendra en tant qu'aînée la noire nuit. Mais Zeus, le seigneur d'en haut, plaça l'autre aux racines de la terre et parmi les hommes, en ce qu'elle est bien meilleure. Elle pousse également le malhabile au travail, et si l'un, manque de bien, regarde l'autre qui est riche, il s'empresse pareillement de semer et de planter et de bien gérer sa maison. Le voisin rivalise avec le voisin qui s'efforce d'atteindre la prospérité. Cette hérisse est bonne pour les hommes. Toute l'Antiquité grecque comprend la rancœur et l'envie différemment de nous, et a le même jugement qu'Hésiode, qui qualifie d'un côté une hérisse de mauvaise, à savoir celle qui conduit les hommes à l'hostilité de combats d'anéantissement mutuel, et d'autre part célèbre comme bonne une autre hérisse,
celle qui, sous la forme de la jalousie, de la rancœur, de l'envie, incite les hommes à agir, certes pas à agir en se livrant à des combats d'anéantissement, mais au contraire en se livrant à une compétition. Le grec est envieux et ne ressent pas cette propriété comme une tâche, mais au contraire comme l'effet d'une divinité bienveillante. Quel gouffre dans le jugement éthique entre nous et lui! Nicolas Berger, de notre équipe et réalisateur de cette émission, lisait ce texte de Nietzsche. Si je comprends bien, Tiffaine Maury, le fait de valoriser une part de la rivalité, de la compétition, c'est dû au fait que pour les Grecs, en tout cas selon Nietzsche, il y a deux choses dans la compétition. Il y a le désir d'anéantir l'autre, ça c'est moins positif. Et puis il y aurait donc le désir d'être à la hauteur, de se sublimer, de se dépasser soi-même. Et ça, ce serait très beau, une grande valeur. Il y aurait donc autre chose que l'envie de détruire dans l'envie. Alors, tout à fait. En fait, Nietzsche reprend ici donc des vers d'Hésiode qui sont tirés des Travaux et des Jours, qui distinguent une double hérisse. Et il rappelle, donc il est dans cette démarche de montrer que les sentiments moraux ont une histoire et qu'ils ne sont pas, comme on a tendance à le penser, éternels, immuables, naturels, au sens où ils seraient inamovibles et entraîneraient toujours le même type d'affect. Et donc, il se replace dans la société grecque archaïque et classique, en montrant que cette société est profondément agonistique et est parvenue à trouver un moyen pour compenser les difficultés et les douleurs liées à la rivalité qui, pour lui, est constitutive de la vie. La vie est rivalité, rapport de force constant. Et ce moyen, c'est d'organiser la compétition. Et donc, dans ce cadre-là, la Grèce antique va organiser tout un tas de compétitions, de concours de tragédie, de concours d'athlétisme, bien sûr. Et dans ce cadre-là, eh bien, il n'y a pas du tout de honte associée à la jalousie ni à l'envie. Ce sont des affects qui sont corrélés, étroitement associés au plaisir d'agir dans la compétition et donc au plaisir de la victoire, le plaisir de triompher. Est-ce que ce sont des sociétés, comme celle des Grecs, qui, comme diront plus tard certains personnages ou auteurs qui analysent l'envie, est-ce que ce sont des sociétés qui refoulent ce qu'il y a de négatif et de destructeur dans la jalousie, l'envie, etc. Ou simplement, les Grecs reconnaissent tout cela, mais pensent qu'il y a aussi autre chose? Oui, je pense que pour Nietzsche, en fait, cette notion de refoulement va intervenir plus tardivement, puisque pour lui, justement, la honte, le refoulement vont être des affects typiquement judéo-chrétiens, si on le dit de manière un peu simpliste, un peu rapide. Hein. Mais la honte va apparaître avec la culpabilisation de ces affects. Donc, quand vous dites va, alors les chrétiens, c'est après les Grecs anciens, mais les Juifs, c'est avant. Donc, il y aurait une autre ligne venant de la tradition hébraïque, puis reprise, voire accentuée par le christianisme, qui aurait cassé le caractère très sain pour les Grecs de la compétition, le caractère émulateur, valorisé de la compétition? Oui, dans les éléments pour la généalogie de la morale, ou encore dans l'Antéchrist, il refait un peu cette genèse, même si c'est jamais tout à fait précis au niveau historique chez Nietzsche, et c'est volontaire puisqu'on est dans des grands mouvements culturels. Et il vous explique que pour lui, il y a foncièrement, donc dans l'Ancien Testament, un rapport vis-à-vis de la divinité qui est un rapport de soumission totale, et que dans cette idée de soumission va apparaître en fait l'idée que le rapport de force est un rapport de domination. Et la double généalogie de la morale qu'il effectue donc dans ce livre de 1887, eh bien, montre que la compétition va être vécue de manière très différente. D'ailleurs, il n'y a compétition qu'à partir du moment où on se place dans une axiologie, dans un système de valeurs, dans lequel le rival est considéré comme un égal. Donc, non pas celui qu'on va détruire, non pas celui qu'on cherche à humilier, ce n'est pas celui que l'on déteste ou envers lequel on éprouve de la haine, c'est celui qui est au contraire l'objet de notre reconnaissance, quelle que soit
l'agressivité dont on témoigne à son égard. Et donc, il y a une double généalogie pour lui. La généalogie judéo-chrétienne, c'est celle, alors je reprends les termes nietzschéens, mais qu'il faut analyser de manière psychologique, et Nietzsche insiste beaucoup. C'est une généalogie qui fait de la morale un soulèvement d'esclaves, c'est-à-dire le retour de la haine contre le maître qui domine. Alors que pour lui, dans la culture grecque, on est dans une situation où les dieux ne sont pas du tout considérés comme des forces dominantes, mais comme des puissances qui vivent la vie que les hommes vivent également, c'est-à-dire qui manifestent en fait la force et la violence des affects sensibles. Et dans ce cadre-là, la rivalité entre les dieux polythéistes eh bien, implique justement une possibilité d'identification pour les hommes et dans laquelle il n'y a pas dans la rivalité d'idée de soumission ou de domination qui va venir générer en fait une haine de l'ennemi. Donc on est dans ce contexte-ci et même si Nietzsche, pour répondre totalement à votre question, place des étapes, des jalons en fait dans la généalogie de la morale du ressentiment. La morale judéo-chrétienne, c'est pour lui la morale du ressentiment. Quand la morale grecque est une morale qu'il qualifie d'aristocratique, eh bien, il va y avoir des étapes comme, bien sûr, l'Ancien Testament, le platonisme, qui pour lui va induire aussi une transformation profonde de la culture grecque, et puis ensuite, bien sûr, le Nouveau Testament et les évangiles. Alors, le ressentiment. Le ressentiment, c'est la version vraiment déplorable de la jalousie et de l'envie pour Nietzsche. Et c'est cette critique-là que reprendra Max Scheler dans son essai de 1912. Alors, j'ai fait une petite recherche. D'abord, je ne suis pas tout à fait sûre du mot allemand qu'emploie Nietzsche. J'ai l'impression qu'il pourrait même employer ce mot ressentiment. C'est bien ça? Donc, c'est un mot français qu'il utilise en allemand. On est d'accord, Olivier Haga? Absolument. Mais j'ai constaté que dans la langue allemande, il y a un nombre de façons de dire la jalousie, l'envie, le ressentiment, l'aigreur, tout ce qu'on voudra. C'est fou. Verbitterung, Missgunst, Neid, Ärger, Unmut, Groll. Alors, je suis sûre que le spécialiste des études germaniques, Olivier Hagar, aura des choix et des nuances à émettre là-dedans. On ne fait pas une analyse philologique, mais il y a quand même des langues qui ont naturellement une appétence pour penser ces questions, ne serait-ce que par la pluralité des mots qu'elles possèdent. Oui. Alors, Scheler utilise encore d'autres mots. J'ai là la liste sous les yeux, comme Bosheit, méchanceté, Neid, envie, Hämischkeit, malice. Mais pour qualifier le phénomène dans son ensemble, il utilise le terme de ressentiment. Alors effectivement, il renvoie aussi au Groll, que vous avez cité, qui implique une rumination, hein, qui est aussi mais il commence au début de l'ouvrage par rendre hommage à Nietzsche et donc Nietzsche est celui qui a découvert en quelque sorte le ressentiment et donc Scheler d'ailleurs commence par évoquer la définition nietzschéenne qui nous a été rappelée, c'est-à-dire la révolte des faibles contre les forts, la révolte des esclaves, le renversement des valeurs, c'est-à-dire je ne peux pas me venger, donc je dévalue la vengeance. Donc c'est de là que part Scheler, même s'il a tout à fait d'autres présupposés. Peut-être je pourrais dire que vous avez cité tous ces émotions négatives, effectivement, pour lesquelles il y a un vocabulaire très riche dans la langue allemande, mais Scheler distingue le ressentiment de ces émotions négatives. C'est-à-dire que vous avez effectivement la jalousie, l'envie, mais le ressentiment intervient quand il y a un ressassement, en fait, quand ces affects ne peuvent pas s'exprimer. Et donc, je dirais que le ressentiment, pour Scheler, c'est plus une structuration de la vie émotionnelle. Et est-ce que déjà chez Nietzsche, pardon, mais puisqu'on est dans l'utilisation d'un concept nietzschéen par un autre auteur, Max Scheler, autre philosophe allemand, est-ce qu'il y a cette idée que dans le ressentiment, déjà chez Nietzsche, il y a une forme de ce que les psychanalystes appelleront le refoulement, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas
non plus, son envie. Et on dit même à quel point on est quelqu'un de formidable, hein, plein de vertus. Euh, Ce mouvement-là, c'est pour ça que pour tout ce qui est moral, etc., qui s'affiche comme moral, hein, agace prodigieusement Nietzsche. Je pense que c'est vraiment de la moraline fabriquée sur fond de sentiments profondément haineux et minables. Mais est-ce que vous pourriez m'expliquer ce processus qui fait que l'envie ne se dit pas, ne se reconnaît pas, se cache, hein, dans la vertu, et précisément, c'est là qu'elle est la plus claire pour Nietzsche. Oui, alors je reviens un peu sur ce terme d'abord de ressentiment. Il apparaît tardivement chez Nietzsche en fait. C'est seulement à partir de 87 qu'il va utiliser le terme français. Donc il l'écrit en français dans le texte. Par contre, l'idée, on le voit, hein, apparaît dès ses tout premiers textes, hein, dès l'époque de Bâle, où il est professeur de philologie classique, hein, donc à Bâle, en 1872. Et d'ailleurs, j'en profite pour indiquer une petite anecdote amusante, c'est que ce texte sur la compétition homérique qui a ouvert l'émission, il le rédige en décembre 1872 et il l'offre à Cosima Wagner. Donc, La nouvelle femme de Wagner. tout à fait, qui est son grand rival en un sens, puisqu'il écrira dans sa correspondance que, eu égard à son mariage avec Wagner, finalement, ce n'était qu'un adultère, que Cosima épouse Wagner, puisqu'elle était finalement faite pour lui. Donc, toute l'idée de rivalité, de jalousie est présente. Lui-même a du ressentiment, Nietzsche. Alors, je pense que non, justement, et que ce texte, c'est ça le clin d'œil, c'est-à-dire montrer justement qu'on peut être en rivalité et qu'on peut même éprouver de la jalousie sans qu'il y ait de ressentiment. Alors, si je reviens maintenant sur la C'est-à-dire qu'il le question... reconnaît, il est dans le combat d'une certaine façon. Exactement, C'est c'est-à-dire... pas du ressentiment. Exactement. Et alors, pour Nietzsche, je souscris tout à fait à ce que vient de dire Olivier Aguerre, hein. Pour Nietzsche, en fait, il y a ressentiment à partir du moment où il y a de la rancœur qui est générée par un sentiment d'impuissance. C'est lorsqu'il nous sommes en incapacité d'agir que de l'envie va naître le ressentiment. L'envie, c'est effectivement dans une relation de rivalité, c'est la reconnaissance d'une supériorité du rival. Donc quand il y a envie, il va y avoir une relation de hiérarchie dans laquelle on va se sentir, ça peut être momentanément, il y a une mesure réciproque des forces, on va se sentir inférieur. Et le ressentiment, c'est pour Nietzsche la stratégie, c'est une stratégie psychologique qui va être adoptée quand on ne peut pas réagir, et donc on va trouver des satisfactions de substitution et des vengeances imaginaires pour pouvoir contrer en fait la domination de la force supérieure. Dont on dit alors que on lui est indifférente. Bon, et finalement, c'est pas très bien d'être le premier ou d'être le vainqueur. Ce n'est pas intéressant. C'est tellement mieux d'être quelqu'un qui n'est pas dans la réussite. Et c'est ça, on parlait de rumination. C'est ça la rumination qui refoule les choses dans le ressentiment nietzschéen. Oui, donc dans la stratégie du ressentiment, pour lui, donc il y a deux aspects à bien voir. Il va y avoir une culpabilisation en fait des désirs qui ne peuvent pas être satisfaits. C'est une manière donc de contrer la force rivale, c'est-à-dire en dévalorisant ce qu'elle a obtenu et qu'on ne peut pas obtenir. Donc il y a cette manière en fait de se venger en dévalorisant le rival, en culpabilisant l'objet de son désir, qui était aussi l'objet du désir insatisfait, frustré. Et puis il y a aussi, Nietzsche insiste sur le fait que cette stratégie mène en fait à une forme de solidarité qui va être promue justement dans la défense de l'impuissance. L'impuissance qui va être renommée comme vertu, comme abnégation, comme alors ascétisme, c'est lui qui va utiliser ce terme, mais en fait comme sobriété. Oui, en fait, le sexe, le désir, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Je suis au-dessus de ça, quoi. Exactement. La culpabilisation va permettre, et Nietzsche dit qu'en fait, l'issue de cette logique du ressentiment, c'est la psychologie du libre arbitre. Il dit c'est une psychologie du bourreau, c'est-à-dire qu'on va culpabiliser l'homme pour ce qu'on va qualifier de péché quand on est dans du vocabulaire religieux, de vice quand on est dans du vocabulaire moral, c'est-à-dire pour des désirs qui sont l'expression de sa nature vitale, mais qui vont être reniés, refusés, car c'est la seule manière en fait de pouvoir ne plus souffrir de cette situation de rivalité dans laquelle on est malheureux et dans laquelle on est frustré, insatisfait et où on se sent méprisé et dominé.
Alors rassurez-vous, Olivier Agar, on va revenir à Max Scheler. Je voulais vraiment qu'on déploie tous les enjeux du propos de Nietzsche sur le ressentiment. Et je suis très heureuse que vous ayez, Tiffaine Maury, évoqué un cas de rivalité amoureuse entre Wagner, Nietzsche, avec au milieu Cosima Wagner, parce que c'est l'entrée classique dans le sujet. Et évidemment que Sigmund Freud, qui lit l'allemand et qui a sans doute lu Nietzsche, on est d'accord, Didier Houzel, doit avoir tout cela en tête, outre ses propres cas cliniques, lorsqu'il écrit en 1922 un texte sur les mécanismes névrotiques, dit-il, dans la jalousie, la paranoïa et l'homosexualité. De l'homosexualité, il parle peu. En revanche, des désirs homosexuels qui, pour lui, sont légitimes et sont là, hein, dans chacun de nous, mais qui sont terriblement refoulés. Et le fait que la jalousie s'auto-masque tout ce qu'elle contient, y compris des désirs homosexuels, ça c'est très intéressant, évidemment. Nietzsche permet de poser le problème de ce que la façon dont le désir est voilé à l'intérieur du ressentiment. Allez-y Didier Houzel, parlez-nous de ce texte. Alors ce texte est assez curieux d'ailleurs parce qu'il fait référence à des mécanismes névrotiques pour expliquer la jalousie. Et il va beaucoup citer des états psychotiques, comme ce qu'il appelle la paranoïa, qui n'a pas tout à fait le même sens dans la culture germanique que dans la culture française, qui est plus large, plus vaste. Ça inclut un peu toutes les formes de psychose délirante. Alors, il distingue 3 types de jalousie. La jalousie concurrentielle, je pense que la citation tout à l'heure de Nietzsche éclaire beaucoup ce que ça signifie, cette rivalité admise, reconnue. Oui. Je pense qu'il faut parler aussi de l'ambivalence, reconnaître que vis-à-vis d'un même objet aimé, on a aussi des affects négatifs. Et puis surtout vis-à-vis du rival. Mais c'est vrai que Oui. c'est intéressant qu'immédiatement vous disiez que l'objet aimé n'est pas épargné par N'est une pas part de épargné, pensée négative. il est frustrant Ouais. inévitablement. Il faut arriver à assumer cette position ambivalente qui n'est pas facile du tout à gérer. Et très souvent, l'aspect négatif est refoulé. Alors, il distingue une deuxième forme de jalousie qu'il appelle projective. On n'est plus tout à fait dans les mécanismes névrotiques, il faut bien Ouais. le dire. Le texte, bon, c'est un texte de recherche, non? Oui. C'est pas un texte achevé, je crois. C'est le mari qui trompe sa femme et qui Ouais. accuse sa femme de le tromper, si vous voulez. C'est la projection de l'aspect destructeur et agressif sur l'objet pour s'en débarrasser, en quelque sorte, pour se débarrasser de cet affect négatif et culpabilisant. Et puis, la troisième forme qui développe peu, c'est la jalousie délirante, qui réfère à une homosexualité refoulée. Donc, pour être clair, même si encore une fois c'est un texte de recherche, enfin, bon, il y a beaucoup de Oui. choses à en dire. C'est toujours le cas comme ça chez Freud, hein, l'homme hétérosexuel marié avec une dame Oui. qui fantasmatiquement ou réellement, on ne sait pas, pourrait donc avoir une liaison avec un autre homme, et la colère ou l'envie ou le ressentiment, on va voir quel mot convient, ou la jalousie, cache en fait une attirance soi-même Oui. pour son propre Pour rival, le une rival, attirance pour le- homosexuelle interdite. Oui, oui. Pour le pseudo-rival, on pourrait dire, en fait, qui devient l'objet d'amour, mais interdit. Et donc, parle de refoulement, je pense qu'il faudrait peut-être faire référence à des mécanismes plus archaïques que le refoulement au sens névrotique du terme. Alors, il faut signaler que ce texte a été traduit en 1932 par Jacques Lacan. Oui. Il n'avait pas encore la formation analytique, il commençait tout juste son analyse, mais bon, c'est une première contribution de Jacques Lacan à la psychanalyse que la traduction de ce texte en 1932. Et bon, il parle de jalousie, Freud, mais on sent bien qu'il y a déjà toute
une grande part de destructivité. Il y a une envie de détruire ses propres désirs refoulés à l'intérieur de l'envie, tout ce qu'on veut pas voir dedans. Et puis, il y a vis-à-vis des deux objets, la dame aimée et le rival, des envies de destruction, si j'ose dire, tous azimuts, hein, chez Freud. On n'a Oui, pas besoin d'attendre chez Klein Freud, Mélanie Klein pour avoir déjà cette composante. oui. Chez Freud, effectivement, c'est pas très nuancé, hein. On est dans la destructivité ou on est au contraire dans l'amour, voire dans l'idéalisation. Ça devient beaucoup plus euh, nuancé et complexe dans la pensée de Mélanie Klein. Je pense qu'il faut faire référence pour le comprendre à ce qu'elle appelle la réparation, qui est un concept qu'on n'utilise pas beaucoup en France et qui est central pour Mélanie Klein. C'est-à-dire le sentiment, l'affect négatif est inévitable parce qu'il y a inévitablement des frustrations. Freud disait la pulsion est inassouvissable. Donc face à tout il y a pas de objet limite. qui attire, il y a de Tout l'ambivalence. objet, quelles que soient ses qualités, devient frustrant à un moment, ce que on appelle dans la traduction des œuvres complètes de Freud le refusement, ce qui est un terme un peu discutable, un néologisme assez discutable. Mais enfin bon, c'est cette frustration imposée, soit volontairement, soit dans l'éducation par exemple, soit par la force des choses, qui fait que se développent des sentiments négatifs. Alors, Est-ce que c'est lié aussi au fait que quand on aime, on se sent lié et ça fait peur? On a peur d'être abandonné, on a absolument. des choses comme ça? Absolument. On a peur de la dépendance, Oui. on a peur de euh, la frustration, on a peur de la rupture, on a peur de tout un tas On a peur de ne de, plus aimer aussi, de plus aimer. Oui, un jour? oui. Mm. Alors, ce qui a introduit Mélanie Klein, je reviens au concept de réparation, c'est que à partir de ces affects négatifs, l'enfant prend assez rapidement, dès la fin de la première année, dit-elle, euh, conscience que son objet d'amour est en même temps un objet de haine. Elle n'hésite pas sur les mots. Hein. Non, non, n'hésite pas. Et qu'il faut réparer la qualité de la relation à cet objet d'amour pour survivre psychiquement et pour continuer à se développer. Et pour ça, elle fait d'ailleurs appel au tiers paternel. Le tiers paternel est nécessaire pour enclencher et développer ce processus de réparation. Bien sûr, ce n'est pas forcément le père biologique, mais une identification à un objet masculin pour obtenir une réparation qui redonne à l'objet d'amour primaire, Qui est d'abord c'est-à-dire donc la mère. la Alors, mère. Mélanie Klein parle du sein maternel. Il faut bien s'entendre sur la signification de ce terme de sein. C'est tous les soins maternels, y compris les soins affectifs. Mais il y a un besoin, comme disait Freud dans La Traumdeutung, de Dans représentation, de l'interprétation des rêves. figurabilité. Et dans le fantasme, ça prend cette forme très sensorielle, très corporelle du sein maternel. Et pour redonner à cet objet maternel toutes ses qualités, il faut admettre la place du tiers. Du tiers, alors le rapport au genre, au sexe, vous faites partie des gens qui pensent qu'on peut aujourd'hui lire Klein en entendant dans le sein maternel le biberon, la figure du soin, que ce soit un homme ou une femme, et que le tiers, c'est un autre aimant, c'est la triangulation du rapport des parents et de l'enfant, Oui. où vous pensez quand même qu'il faut insister sur la distinction mère, père, homme, femme. Alors ça, c'est un problème très complexe parce que il n'y a pas que le couple parental qui renvoie à la bisexualité psychique. Il y a aussi les identifications de la mère elle-même qui a des identifications maternelles et paternelles. Donc il faut remonter dans les générations pour retrouver la trace de cette bisexualité psychique. Est-ce qu'elle est
toujours indispensables, répartis entre ces pôles masculins et féminins, ou est-ce qu'elle peut Être plus fluide. être plus asexuée, si vous voulez? Oui. Ça reste une question, hein. On ne sait pas, il faudra beaucoup de temps, je pense, pour avoir une idée plus précise. Alors, je vous propose, dans cette émission qui est consacrée à jalousie, envie, ressentiment, dans le cadre de notre série de cette semaine, Que faire de nos vices, je vous propose de revenir à nos auteurs. Bon, Nietzsche, on en a déjà pas mal parlé, mais je voudrais maintenant qu'on fasse un éclairage sur Max Scheler, qui donc écrit avant Freud, pour ce qui est du texte L'homme du ressentiment, 1912. C'est 1922, le texte de Freud sur la jalousie que nous avons évoqué. Quant à Klein, ça va être encore un petit peu plus tard. Donc Scheler, c'est un philosophe que tout le monde ne connaît pas bien. C'est un philosophe aussi des petites choses, des affects, des choses délicates. C'est un analyste très fin. Je vous propose d'écouter un texte de son livre de 1912, L'homme du ressentiment. Et puis Olivier Agard, vous nous éclairerez à ce sujet. Le ressentiment est un auto-empoisonnement psychologique qui a des causes et des effets bien déterminés. C'est une disposition psychologique d'une certaine permanence qui, par un refoulement systématique, libère certaines émotions et certains sentiments, de soi normaux et inhérents au fondement de la nature humaine, et tend à provoquer une déformation plus ou moins permanente du sens des valeurs, comme aussi de la faculté du jugement. Parmi les émotions et les sentiments qui entrent en ligne de compte, il faut placer avant tout la rancune et le désir de se venger, la haine, la méchanceté, la jalousie, l'envie, la malice. Le désir de vengeance est la plus importante des sources du ressentiment. Le désir de vengeance implique offense ou injure préalable. Mais notons bien que dans le cas qui nous occupe, ce désir ne se confond aucunement avec une tendance à la riposte ou à la défense, même accompagnée de colère, de rage ou d'indignation. La bête capturée qui mord le chasseur ne cherche pas à se venger. Pour qu'il y ait véritablement vengeance, il faut à la fois un temps plus ou moins long pendant lequel la tendance à riposter immédiatement et les mouvements de haine et de colère qui lui sont connexes soient retenus ou suspendus, d'autre part que l'acte même de la riposte soit reporté à un moment et à une occasion plus propice. Attends un peu la prochaine fois. Et que ce qui retient la riposte immédiate soit la prévision d'une issue défavorable, sous-tendue par un sentiment très marqué d'incapacité, d'impuissance. France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann. Vous venez d'entendre un texte de Max Scheler dans L'homme du ressentiment, son texte de 1912. Olivier Agard, vous êtes un spécialiste de Scheler. On entend dans ce texte que Scheler reprend le motif du désir de vengeance, qui est très fort chez Nietzsche, notamment dans la généalogie de la morale, et il le reprend très précisément puisque Nietzsche suggère que dans le ressentiment, on sait très bien qu'on ne va pas se venger maintenant. On reporte la vengeance à une sorte d'arrière-monde, comme il dit, d'un autre monde. Un jour, nous serons vengés. Inutile de le faire maintenant. C'est le côté assez double du ressentiment. On ne supporte pas, mais on fait semblant de dire qu'on supporte parfaitement, puisqu'un jour, il y aura une sorte de justice qui nous donnera raison. Qu'apporte cependant Scheler à tout cela ? Alors, on retrouve aussi tout à fait donc, ce thème de l'impuissance. Donc Scheler insiste beaucoup là-dessus, sur le fait que donc, c'est une impuissance soit par faiblesse, soit par peur de l'instance. Donc il y a ce thème de la domination. On a peur de l'instance dominante. Donc effectivement, là, c'est un passage où il vient longuement de citer Nietzsche. Et donc ça semble très proche de Nietzsche. Je pense qu'il faut dire un mot, alors sans entrer dans la philosophie de Scheler, dont je rappelle qu'il est né en 1874
est mort en 1928, pour un peu le situer. Il faut dire un mot de ses présupposés qui sont quand même très différents de ceux de Nietzsche. Oui, puisque, on vous écoute, ça c'est alors, très... J'ai beaucoup de curiosité pour ça. Donc à cette époque, il se situe, disons, dans le contexte de la phénoménologie. Donc c'est une approche phénoménologique, ça veut dire, pour le dire simplement, qu'il part d'une analyse des vécus. Et donc ce qui l'intéresse, c'est comment vit l'homme du ressentiment, quelle expérience il fait de lui-même et de la réalité. Et pourquoi Scheler s'intéresse au ressentiment, plus particulièrement parce que pour lui c'est une sorte de perversion de la vie affective, et ça l'intéresse parce que il considère, c'est l'originalité de sa phénoménologie, que le rapport à la réalité est d'abord affectif. C'est-à-dire que le rapport à la réalité est d'abord émotionnel, et l'homme est un être aimant avant d'être un homme connaissant. Et dans la vie affective n'est pas faite que d'états affectifs, elle est aussi une expérience des valeurs. C'est-à-dire que notre expérience est orientée par des valeurs, chacun ayant un ordre de préférence, que Scheler appelle l'ordo amoris. Et donc... les valeurs ne sont pas simplement, et c'est ce qui le différencie de Nietzsche, je dirais, des créations de la vie. Il y a une réalité des valeurs au-delà de l'histoire, même si l'appropriation des valeurs est toujours historique. Et donc, il y a une hiérarchie des valeurs. Et le ressentiment l'intéresse en tant que... il est une inversion de la hiérarchie des valeurs, en fait. Alors, le point là j'aimerais bien que vous éclairiez. Lorsque Nietzsche dit que le ressentiment, c'est une envie de vengeance qui prétend pouvoir se satisfaire plus tard, elle n'a absolument pas besoin d'être mise en œuvre aujourd'hui dans un arrière-monde, bon, il suggère que l'esprit de vengeance, l'envie de se venger du ressentiment, c'est typique de la conscience religieuse. De toute façon, il y a un Dieu qui va s'occuper de l'histoire. Je n'ai même pas besoin, ce n'est même pas à ma hauteur que d'envisager de voir en face mes affects négatifs. Or, Scheler semble ne pas avoir le même rapport hautement critique à la religion que Nietzsche. Olivier Agard. Absolument. Vous savez qu'on a donné à Scheler le surnom de Nietzsche catholique. Donc, effectivement, c'est le point de divergence majeur avec Nietzsche. Scheler considère que, selon Nietzsche, au fond, la morale est le produit du ressentiment. C'est ce qu'il, et en particulier la morale chrétienne. Et donc, Scheler conteste Nietzsche de ce point de vue, même si le rapport à Nietzsche est complexe parce qu'il y a aussi un aspect de philosophie de la vie et de valorisation de la vie chez Scheler, mais au-dessus de la vie, il y a effectivement les valeurs spirituelles. Et donc, il considère au fond que Nietzsche n'a pas vraiment compris le christianisme. Le christianisme n'est pas, ce que dit Nietzsche, n'est pas une efflorescence du ressentiment. C'est-à-dire le côté « j'ai pris une claque, je tends l'autre joue ». C'est la phrase attribuée à Jésus, voilà, qui serait l'expression même du ressentiment, c'est-à-dire au lieu de manière très pleine de vitalité, redonner un coup, en tout cas, voilà, réagir affectivement de manière saine et claire. On valorise la souffrance, le fait d'être le faible, c'est ça qu'il dit Nietzsche. Ça. En se disant que c'est pas le problème, Dieu s'occupera de la justice de toute façon. Et ça, Scheler, il trouve pas que c'est, comme Nietzsche, un peu critiquable, cette attitude? Alors Scheler, oui, en fait, Scheler critique les mêmes phénomènes que critique Nietzsche, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler
l'amour des humbles, l'humanitarisme. Enfin, il y a cette plutôt critique, cette critique de la société moderne que Scheler reprend de Nietzsche, mais sa stratégie consiste à montrer que ceci n'a rien à voir avec le véritable christianisme. Donc il interprète comme une religion de l'amour. Et par exemple, il dit qu'il y a deux formes d'amour des humbles. Il y a effectivement une forme d'amour des humbles qui est un discours social, qui serait une haine de soi, avec cette dimension égalitariste, et finalement un refus du dépassement de soi et du mouvement vers les valeurs les plus élevées. Et il y a un amour vers les humbles qui est, au contraire, une affirmation d'amour et de valeurs. Et donc, il en va de même de l'humanitarisme. Enfin, il explique que encore une fois, la pitié, ces phénomènes, pour le dire à nouveau, ces phénomènes que décrit Nietzsche, il les critique aussi, mais il estime que ça n'a rien à voir avec la véritable inspiration du christianisme primitif. Il se réfère beaucoup à saint Augustin, par exemple, pour expliquer que pour le christianisme, il n'y a pas une égalité des âmes devant Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas un discours égalitariste. Il y a les réprouvés, les sauvés. Il y a bien un enfer, un purgatoire, un paradis. Alors entendu, donc, je souhaiterais qu'on revienne parce que là, ce sont les développements sur la vertu que se donne l'homme du ressentiment pour faire oublier toutes les choses haineuses qu'il a en lui. Voilà. Les choses haineuses, ça, Mélanie Klein, après Freud, va mettre le doigt dessus. Elles nous viennent de notre relation à notre tout premier objet d'amour, qui est le sein maternel, le biberon, la première relation archaïque à la mère. Enfin, la mère, on a dit ce qu'il en était, Yehuzel, chez Klein. Voici un texte de Mélanie Klein, évidemment très célèbre, de Envie et gratitude, son essai de 1957. Il convient d'établir une distinction entre l'envie, la jalousie et l'avidité. L'envie est le sentiment de colère qu'éprouve un sujet quand il craint qu'un autre ne possède quelque chose de désirable et n'en jouisse. L'impulsion envieuse tend à s'emparer de cet objet ou à l'endommager. La jalousie se fonde sur l'envie, mais alors que l'envie implique une relation du sujet à une seule personne et remonte à la toute première relation exclusive avec la mère, la jalousie comporte une relation avec deux personnes au moins et concerne principalement l'amour que le sujet sent comme lui étant dû, amour qui lui a été ravi ou pourrait l'être par un rival. L'avidité est la marque d'un désir impérieux et insatiable qui va à la fois au-delà de ce dont le sujet a besoin et au-delà de ce que l'objet peut et veut lui accorder. Au niveau de l'inconscient, l'avidité cherche essentiellement à vider, à épuiser ou à dévorer le sein maternel. L'envie, elle, ne vise pas seulement à la déprédation du sein maternel, elle tend en outre à introduire dans la mère, avant tout dans son sein, tout ce qui est mauvais afin de la détériorer et de la détruire. Ce qui, au sens le plus profond, signifie détruire sa créativité. Je me permets de renvoyer à une série sur Mélanie Klein que nous avions faite au printemps 2023. Vous étiez d'ailleurs là, Didier Houzel. Merci d'être encore là. Et dans ce texte d'elle, de Klein, on entend bien que la jalousie, c'est peut-être plus élaboré, mais l'affect qui l'intéresse le plus et qui est le plus destructeur, le plus négatif et le plus archaïque, c'est l'envie de détruire ce qui nous fait du bien. Oui. Et ça, elle l'appelle chez le bébé la position... schizoïde, paranoïde. Schizoparanoïde. Oui. Vous pouvez nous redire comment on la dépasse. Vous avez évoqué la réparation. À un moment, il faut réparer ce mauvais objet qu'on a voulu détruire. Oui. Mais là, elle dit que le bébé atteint une position en fait dépressive. Et c'est très troublant parce que ce terme qui pourrait paraître négatif est une bonne nouvelle en vérité. C'est bien pour lui d'atteindre cette position dépressive. Ce qui est bien, c'est de sortir de la position schizoparanoïde et d'entrer dans la position dépressive dans laquelle l'enfant reconnaît les dommages qu'il a infligés à l'objet, les dommages fantasmatiques, bien sûr, et qu'il veut réparer. Alors, je crois aussi que pour comprendre Mélanie Klein par rapport à la notion d'envie,
Il faut rappeler le côté tout à fait dramatique qui s'est produit dans le développement de cette notion entre elle et Paula Eman, qui était une très très proche collaboratrice. On vous écoute. Avec laquelle elle avait publié, qu'elle avait analysé. Enfin bon, elles étaient très très unies. Probablement qu'il y a eu un phénomène aussi un petit peu là, de miroir. De rivalité. Plus que de rivalité, d'envie. D'envie de détruire. Que personnellement, je n'ai jamais lu ça nulle part, mais personnellement, je rattache ça au fait que Paul Hyman avait fait une découverte tout à fait centrale à propos du contre-transfert. Ce qu'on appelle le contre-transfert, c'est la réaction affective et fantasmatique de l'analyste vis-à-vis de son patient. Pour Freud, c'était des tâches aveugles, ce qui empêchait l'analyse de bien entendre, de bien percevoir les messages transférentiels de son patient. Paul Hyman a élargi ça à une communication primitive. Le bébé, il n'a pas de langage, il ne peut pas exprimer ce qu'il ressent, mais il exprime des choses, il envoie des messages par son corps, par ses pleurs, par son agitation, par son sourire aussi, il y a des messages extrêmement positifs, par son regard, enfin, par toute cette sensorialité qui agit sur le partenaire. Disons la mère pour faire court, mais ça peut être le père, ça peut être un substitut. Et il faut que le partenaire en question soit réceptif d'abord, et ensuite fasse quelque chose de ce message, comprenne. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure à propos de Bion, parce que Wilfred Bion a Bion. développé ça de manière tout à fait intéressante. Si ça ne fonctionne pas, cette relation primitive, archaïque, ou si pire, ça fonctionne à l'envers, c'est-à-dire si le partenaire, la mère, renvoie des choses qui n'ont pas de sens, des choses qui sont opposées au désir que semble exprimer l'enfant, alors là, on entre dans le registre de l'envie et d'une haine destructrice sans appel, alors que la jalousie, on peut s'en accommoder et on peut entrer dans ce processus de réparation. Donc la jalousie, c'est quelque chose qui concerne plutôt les adultes, mais ça peut raviver cette chose extrêmement destructrice qui nous vient de la toute petite enfance, qui est l'envie. Absolument. Et c'est pour ça que Mélanie Klein décrit l'envie, ce qui n'est pas le cas, je crois, d'autres auteurs, comme lié à une relation duel. Il n'y a pas de tiers. Il n'y a pas de tiers dans l'envie. Et Même s'il y en a un dans la vie des adultes qui excite l'envie, le problème est beaucoup plus profond et intérieur Absolument. dans l'envie. Et je rappelle ce que j'ai dit à propos de sa querelle, sa rupture même avec Paul Hyman, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a une sorte de face-à-face là, entre elles deux. Mélanie Klein n'était pas très très à l'aise avec la notion de contre-transfert. Et puis son élève chéri... Donc elle l'a détruite, Paula Hyman. J'essaie de comprendre. ça a été une rupture violente, Oui. passionnelle. Passionnelle au point qu'il y a un auteur anglais d'ailleurs qui en a fait une pièce en introduisant la fille de Mélanie Klein, Mélita, pour décrire cette haine entre ces trois femmes qui était vraiment destructrice. Alors, je crois, si je peux Je vous en prie. poursuivre. J'ai peu de avec temps, mais John. je vous le laisse entièrement. Et surtout, si vous pouviez faire le lien peut-être très rapidement. C'est une pensée difficile, celle de Wilfred Bion ou Bion, Oui, qui a été en analyse en deuxième tranche, en tout cas, avec Mélanie Klein, avec Mélanie Klein. à partir de 1945, Alors, qui est très marquée par elle. Mais c'est difficile, mais peut-être vous pouvez nous donner quelques repères. oui, il n'est pas facile à lire. Je recommande de le lire à plusieurs d'ailleurs, parce qu'on arrive beaucoup mieux à comprendre ce qu'il veut dire. Mais là, il apporte un éclairage tout à fait fondamental en montrant que dans cet échange, dans cette communication archaïque mère-bébé, il y a la satisfaction d'un besoin, comme Freud l'avait dit, il y a un plaisir
plaisir de succion, par exemple, plaisir d'être porté, tout simplement, d'être percé. Mais il y a en plus la découverte d'un sens. Ça veut dire quelque chose. C'est l'avènement de quelque chose qui était en germe, sans doute, ce que Bion appelle des préconceptions, et qui tout d'un coup prend forme. Et c'est cet apport de sens qui est une sorte de nourriture psychique et qui permet le développement de la pensée, à quoi s'intéressait particulièrement Bion, puisqu'il s'occupait beaucoup de schizophrènes avec troubles de la pensée. Il pensait que dans la psychose, des éléments impossibles à digérer, la métaphore digestive est très importante. Tout chez à lui, fait. ressortent, et souvent ce qui ressort, Oui. c'est l'envie de détruire et de voir le mauvais qu'on a en soi-même, de le projeter au dehors, c'est ça? Oui. Alors, cette fonction de l'objet primordial de donner du sens, Oui, en même temps qu'il donne satisfaction, il appelle fonction alpha, oui. parce que ça ne veut rien dire. Ça hein, relie, c'est apaisant, c'est réparateur, c'est Voilà. ça. Hein. Et les autres, alors, les Et éléments ça peut se renverser en Ouais. moins fonction alpha. C'est-à-dire Ah. si l'objet, au lieu de donner du sens, apporte du non-sens, ou est complètement, je dirais, à côté de la plaque, si vous me permettez, Oui. eh bien, tout ce système se renverse en quelque sorte en quelque chose de mutuellement destructeur. Et donc, c'est les éléments bêta, dit-il, qui prennent le pas sur la fonction alpha, c'est ça? Est-ce Alors, que je il n'y a plus, je la, résume tra- trop, il y a trop plus vite? la transformation de ce qu'il appelle les éléments bêta, c'est-à-dire des vécus sensoriaux émotionnels, mais qui ne sont pas encore pensables en quelque sorte, hein, dont le bébé ne peut pas se dépatouiller et il ne peut pas en faire du sens. Il a besoin de la réponse de l'objet pour y arriver. Ils ne sont pas transformés, ces éléments bêta. Ils ne peuvent être que projetés. Ils ne peuvent être Que que projeter au évacués. dehors, évacuer. Ma dernière question, envie, jalousie, ressentiment, c'est notre émission d'aujourd'hui. Est-ce que nous sommes égaux, compte tenu de nos histoires archaïques, infantiles, avec le premier bon objet que nous avons eu, qui s'est occupé de nous? Est-ce que nous sommes égaux comme adultes face à ces sentiments? Ou est-ce qu'il y a des êtres plus fragiles que d'autres? Alors, vous touchez un point qui est un problème dans l'œuvre de Mélanie Klein, c'est qu'elle faisait de l'envie un facteur inné. Et ça, je suis critique vis-à-vis de cette conclusion, si vous voulez, de Mélanie Klein, parce que je pense que la psychanalyse n'est pas l'outil qui nous permet de savoir ce qui est inné et ce qui est acquis dans le développement. On est toujours dans l'après-coup, si vous voulez. Oui. Même si l'enfant est très très jeune, tout petit, on est forcément dans l'après-coup. Donc on ne peut pas discriminer dans ce qu'on observe ce qui est inné de ce qui est acquis. Mais même acquis, on peut être fragilisé Alors, plus que d'autres, même si c'est acquis. Par c'est contre, ça ce qui est probable, c'est que les tout premiers stades du développement psychique comptent énormément, même bien avant le langage, même pour certains maintenant dès la vie intra-utérine, pour assurer cette qualité de la relation à l'objet et tout ce processus de transformation complexe qui amène à la pensée. Et au fond, l'accès au sens et à la pensée, c'est ce qui fait la possibilité de réparation. Merci beaucoup, c'était très précis. On pourrait évidemment creuser très longuement, mais merci tous les trois de nous avoir apporté des jalons essentiels sur Nietzsche, sur Max Scheler, sur Mélanie Klein et Wilfred Bion. Merci donc Tiffaine Maury, Didier Houzel et Olivier Agar. Les références de vos travaux sont sur notre site